Bonjour et bienvenue pour cette 4e édition de Média en scène. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Claude de Saint-Vincent. Claude, bonjour. Bonjour. Claude est à la tête de Média Participation. Alors Média Participation, ça ne dit pas grand-chose au public en général, mais si je commence à dire Dargaud, Dupuis, Le Lombard, Kana pour les mangas, Urban Comics pour les super-héros en costume, et puis des titres de bande dessinée comme Black et Mortimer et Lucky Luke qui fêtent tous les deux leurs 75 ans, ou tous les trois, qui fêtent leurs 75 ans cette année. Et puis aussi des tas de bandes dessinées comme Black Sad ou Goldorak et des grands noms de la BD. Là, d'un seul coup, ça fait tilt. Tout le monde sait de quoi on va parler. On va parler de la bande dessinée. Et vous êtes le champion français de ce secteur, la grande BD historique franco-belge qui a complètement évolué. La première question que j'ai envie de vous poser, Claude, c'est j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde aime la BD, tout le monde parle de BD. On en voit partout, il y en a dans tous les genres. C'est vraiment devenu un secteur totalement foisonnant. Oui, c'est vrai qu'il y a 30 ou 40 ans, à l'époque qu'on qualifiait d'âge d'or de la bande dessinée, en réalité, c'est un genre littéraire qui ne concernait que les enfants. L'époque de Tintin, de Spirou, de Pilote, les parents avaient tendance à dire « pose cette BD, prends un livre ». Aujourd'hui, le monde a changé. Les décideurs d'aujourd'hui, les journalistes, les libraires, les décideurs de programmes, les banquiers, sont les enfants d'il y a 30 ans. Et donc, ils n'ont pas la méconnaissance de bande dessinée qu'avaient leurs parents. Et il y a un deuxième adversaire de la lecture qui est apparu, sous forme d'écran. Et donc, c'est pose ce smartphone et prends une BD. Oui, c'est vrai qu'il y a 20 ou 30 ans, on disait encore c'est de 7 à 77 ans, mais ce n'était pas vrai. Non, l'époque où on disait ça, c'était faux, puisqu'en réalité, c'était un genre extrêmement segmentant sur les enfants, plutôt les garçons. Et en vieillissant, les auteurs de bande dessinée ont vieilli, les scénarios ont vieilli, les lecteurs ont vieilli, et il y en a qui ont abandonné la bande dessinée, mais il y en a qui sont restés, et donc les scénarios aussi ont évolué, et donc la bande dessinée est devenue un genre littéraire à part entière, avec des bonnes et des mauvaises bandes dessinées, comme il y a des bons et des mauvais romans, avec des bandes dessinées policières, psychologiques, ésotériques, érotiques, violentes, sentimentales, et donc a couvert tous les genres littéraires, et donc toutes les cibles de lecteurs et de lectrices. Ouais, donc les lecteurs ont vieilli, mais en fait la BD a pris un coup de jeune, quoi. Voilà. Ouais. Et elle s'est dispersée sur tous les lectorats possibles. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des genres qui marchent quand même beaucoup mieux que d'autres? Est-ce que c'est un segment où on peut tout tenter, ou est-ce qu'il y a des secteurs historiques qui restent incontournables, hein? Non, justement, je crois qu'il y a... Alors il y a bien sûr, on en parlera, mais une explosion du manga, mais qui est presque mondiale. Il y a quand même un phénomène en bande dessinée qui n'existe pas en littérature, qui est celui des séries. C'est-à-dire que la bande dessinée, elle est née dans la presse. Et donc c'est un genre feuilletonnant par essence. Et donc les héros, ils revenaient toutes les semaines, en une page ou en 2 pages, avec des histoires à suivre. Et c'est ce qui a fait un peu leur éternité. Et donc, leur notoriété s'est construite au fil des numéros des magazines, au fil des années. Blueberry est né en 1963. Si vous vous souvenez du prix Goncourt de 1963, vous ne savez pas. Par contre, Blueberry est toujours vivant. Astérix en 1959, Tintin en 1929, Lucky Luke en 1946, vous l'avez dit, comme Black et Mortimer. Et donc on voit que la notoriété se construit. Et donc il y a ce fond de héros récurrent qui a passé une génération. Et quand vous avez passé une génération, les parents transmettent à leurs enfants et d'une certaine manière, vous accédez à une pseudo-éternité. Tout s'arrête un jour, mais il y a peu de romans parus en 1963 qui se vendent encore comme Blueberry aujourd'hui. C'est vrai qu'à part peut-être Gaston Lagaffe et Tintin, on a l'impression que les grands héros de bande dessinée ne meurent jamais, hein. Black et Mortimer, Lucky Luke, Astérix. Dont un nouvel album sort là, le 21 octobre. Voilà, alors si vous voulez, le meilleur... On est dans un monde où les choses vont très vite. Il y a une nouveauté chasse l'autre, pas seulement dans la bande dessinée, hein, dans tous les événements culturels. Et donc ce qui est important pour faire vivre une œuvre, c'est qu'elle ait
de créer des événements. Et le meilleur événement pour une série de bandes dessinées, c'est une nouveauté. Et effectivement, la nouveauté permet à l'œuvre d'origine de vivre. Jamais on a vendu autant de marques jaunes que lorsqu'on a relancé Black et Mortimer en 1996. Astérix et Cléopâtre continuent à se vendre parce qu'il y a de nouveaux albums Astérix. Et donc, l'œuvre des créateurs d'origine, elle a besoin de cette ère de jeunesse que lui apporte une nouvelle création. Et effectivement, le plus bel hommage qu'un personnage puisse rendre à son créateur, c'est de lui survivre et de continuer à faire découvrir l'œuvre de l'auteur. Quand vous avez relancé Black et Mortimer au milieu des années 90, est-ce que ça avait un peu grincé des dents? Certains se disaient Edgar P. Jacobs va se retourner dans sa tombe, ou est-ce que finalement ça s'est plutôt bien passé, hein? Quand on l'a relancé, on a repris les droits de Black et Mortimer en 92, 93, et la première nouveauté est sortie en 96. Elle était très très longue à accoucher. Il y avait déjà de moins en moins de puristes, parce qu'en 96, Black et Mortimer n'était plus la star qu'il est redevenu aujourd'hui. Et donc, on a plutôt eu une bienveillance des lecteurs, d'autant plus qu'on avait, pour ressusciter Black et Mortimer, créé et fait rencontrer un tandem de vrais créateurs. Jean Van Hamme, qui était le scénariste le plus polyvalent qui Celui existait. de Largo Winch, voilà, 13. Winch, 13, le Grand Schnickel, les Maîtres de l'Orge. Et Ted Benoît, qui était un dessinateur absolument incontestable, et qui fait que ça n'était pas de la fabrication, ça a été une vraie création. Et est-ce qu'on n'est pas trop dans un monde de la nostalgie? Est-ce qu'il y a quand même des nouveaux héros qui arrivent à s'imposer, à exister, à trouver leur place? Est-ce qu'on crée des nouvelles séries aujourd'hui? Oui. Alors, comme toujours, il faut plusieurs années pour installer un personnage. On sort, la bande dessinée, c'est un artisanat long. Un dessinateur, il va dessiner 300, 400, 500 dessins, dans lequel le héros, de loin, de près, en colère ou souriant, de face ou de dos, va se ressembler. Mine de rien, c'est un très gros travail. Ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps. Et donc, en général, pour simplifier, on dit qu'il faut 1 an à un dessinateur pour faire un album. Et donc la création de notoriété, la création d'un lectorat, elle prend du temps, parce que les gens qui ont aimé un album, il va falloir qu'ils attendent 1 an la suite. Et donc, ça prend du temps. Mais il y a après les héros emblématiques qu'on a cités, dans des années 40, 50, 60, il y a eu toute une génération de personnages avec, un peu plus tard, le Valérian, Gaston Lagaffe est déjà un peu plus ancien, les Tuniques Bleues, et puis plus récemment, toute une nouvelle génération, alors très différente, qui est à la fois entre la bande dessinée et le roman graphique, si on veut distinguer les deux, avec effectivement le triomphe de l'Arabe du futur, de Riyad Sattouf, avec une explosion plus récente de Mortel Adèle chez Milan et Bayard, avec des auteurs très, très originaux, comme Sfar et Le Chat du Rabbin, ou Manuel Arsenet et Le Combat ordinaire, Jean-Yves Ferry et Le Retour à la Terre. Donc, on peut imposer des nouveautés. Et qui arrive à des tirages 100 000, 200 000, 300 000 exemplaires qui ressemblent à un petit prix Goncourt. Et donc il faut bien voir que la bande dessinée, entre les grands succès installés, les Schtroumpfs, Astérix, Lucky Luke, et les nouveaux, comme l'Arabe du futur, Black Sad, la bande dessinée produit presque un prix Goncourt tous les mois sur l'ensemble. Quelque chose qui va se vendre à 300, 400 000 exemplaires. Voilà, mais bon, une bande dessinée, ça fait un an à produire, ça vaut beaucoup plus cher à créer qu'un roman, et ça se vend moitié prix. Ouais. Donc c'est une économie un peu différente, mais qui, quand elle réussit, a une visibilité largement supérieure à ce qu'il y avait il y a 30 ans. Peut-être un mot sur ce qu'on appelle les romans graphiques et puis la BD un peu documentaire. Il y a eu Thomas Pesquet qui a très bien marché il y a un peu plus d'1 an, ou peut-être 2 ans, je ne me souviens plus exactement. Oui, 4 ans. 4 ans, bon voilà, je la relis régulièrement, qui est très très drôle. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut tout traiter en BD, y compris des sujets sérieux et de manière un peu drôle et accessible? Oui, la bande dessinée, c'est un genre idéal pour
dédramatiser ou simplifier des sujets anxiogènes, compliqués ou très techniques. Et donc, dans La combi de Thomas Pesquet, c'est l'histoire, effectivement, de l'entraînement d'un cosmonaute, sauf qu'il y a le prisme d'une auteure qui a de la dérision et de l'autodérision et qui va rendre ça accessible, extrêmement pédagogique et drôle. Et donc on voit bien que, effectivement, la bande dessinée, elle a envahi tous les genres, y compris le genre documentaire. La contrepartie, c'est qu'on se rapproche de la littérature et du one-shot. Quand on sort dans la... On s'éloigne de la série, on commence à faire un coup de temps en temps. Voilà, on renonce à la série, et donc on ne construit pas forcément un lectorat, et donc on est condamné, si possible, au succès immédiat, parce qu'il n'y aura pas de suite. Mais la bande dessinée qu'on n'a pas revendue le plus, mais on a vendu près de 30 000 ou 40 000 exemplaires dans La combi de Thomas Pesquet, sorti fin 2017, à l'été 2021, parce que d'un seul coup, Thomas Pesquet est reparti dans le ciel. Ah ouais, voilà. Ouais, c'est pour ça que j'avais l'impression que et là, on sort, Dargaud publie dans les semaines qui viennent un album de Christophe Blain, dessinateur de Quai d'Orsay, et de Jancovici. Ah oui, sur le climat alors. Voilà, écologiste, pro-nucléaire, extrêmement militant et extrêmement percutant, qui s'appelle Le Monde sans fin, qui est une bande dessinée extraordinairement chiffrée, démonstrative, et dans lequel le dessinateur se met en candide, sans craindre de se rendre ridicule, et rend accessible des données, des analyses très sophistiquées et très construites de Jancovici. Et on voit bien que là, la bande dessinée, elle devient démonstrative, éducative, militante, comme n'importe quel roman ou essai pourrait le faire. On a l'impression effectivement qu'il y a de plus en plus de BD, et parfois certains vont jusqu'à dire qu'il y en a peut-être un peu trop. Il y a je ne sais pas combien de centaines, de milliers de sorties par an. Est-ce que ce foisonnement n'est pas devenu un peu trop volumineux d'une certaine manière? Oui. Ce qui s'est passé, c'est que à la fin des années 90, la bande dessinée, donc à la suite de Black et Mortimer, de la résurrection de Lucky Luke, tous les libraires, qui n'étaient pas tous des spécialistes de bande dessinée, une partie des journalistes qui n'étaient plus lecteurs de bande dessinée se sont rendus compte, ont redécouvert la bande dessinée comme phénomène économique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait un prix Goncourt tous les mois. Et donc, la bande dessinée a commencé à avoir un coup de projecteur et s'est mis à intéresser tous les éditeurs. Il y a 30 ans, il y avait 5 éditeurs qui faisaient de la BD. Aujourd'hui, tous en font. Et forcément, la production a commencé à monter. En 1996, on sortait à peu près 500 BD par an. La plupart des libraires, les journalistes spécialisés, pouvaient presque avoir tout lu. On est passé à 3500. En plus des mangas. Donc, 3500 mangas, 3500 bandes dessinées contre 500, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les libraires, même spécialistes, ne peuvent pas avoir tout lu. Oui, je ne suis pas bon en maths, mais vous divisez 3500 par 12 et puis ensuite par 52, ça fait effectivement plusieurs dizaines de BD par semaine. Hein. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a 30 ans, il y avait des piles de Gaston Lagaffe sur toutes les tables des spécialistes de bande dessinée. Il y a 20 ans, l'arrivée des nouveautés a fait que les libraires ont pris les piles, les ont mis en tranches sur une bibliothèque, et là où il y avait 30 albums en pile, ils en ont mis 20, et comme elles étaient en tranches sur la bibliothèque et plus sur la elles se sont vendues à la moitié, et donc peu à peu ça a disparu. Et donc le fond a été chassé par cette vague de nouveautés. Et paradoxalement, aujourd'hui, avec cette ouverture du marché, il n'a jamais été aussi facile pour un jeune auteur de se faire publier et jamais aussi difficile de se faire lire. On est un peu noyé dans la masse, quoi. C'est un peu le risque. Quoi. Ouais. Et en termes de vente, comment s'est comporté ce marché de la bande dessinée? Vous disiez foisonnant, de plus en plus de titres, un secteur complètement diversifié, il y en a pour tous les goûts, ça veut dire que les ventes ont dû exploser du coup sur la durée? Alors, effectivement, la bande dessinée a bénéficié de ce coup de projecteur, tout le monde s'y est intéressé, la surproduction
est apparue, mais au total, elle a fait vendre au départ plus d'albums. La bande dessinée s'est aussi exportée sur les autres médias. On n'a jamais eu autant de films issus de séries de bande dessinée, américaines, japonaises ou françaises. Elle s'est exportée au théâtre, elle s'est exportée en séries télévision. Chaque année, il y a 3-4 séries de dessins animés qui viennent d'un personnage de bande dessinée. Mais la surproduction et la multiplication des nouveautés a été un peu bloquée par un phénomène qui s'est accéléré au cours des dernières années, c'est-à-dire l'irruption du manga. Le manga est né en France il y a une trentaine d'années avec au départ les dessins animés de Dorothée à la télévision, puis l'apparition de Dragon Ball, puis la montée en puissance d'un certain nombre de séries quand on a vu que ça marchait. Et là, on va avoir One Piece bientôt qui sort son 100e, l'épisode numéro 100 ou le 100e volume de One Piece, qui est la série manga la plus vendue de tous les temps. Et Kana, qui est l'éditeur de manga du groupe, va publier le mois prochain une résurrection de Goldorak, qui est effectivement un personnage emblématique de votre jeunesse. Bah oui, j'ai grandi avec Goldorak et Albator, je me souviens très bien, effectivement. Voilà. Et donc vous le refaites en version BD manga ou... Alors ça, c'est un peu une opération exceptionnelle. C'est l'éditeur Kana a obtenu du créateur japonais l'autorisation. On voit les images là. Voilà, de recréer Goldorak. Et on voit bien qu'au même moment, il y a une exposition au Centre culturel du Japon sur Goldorak. Et donc on voit bien que c'est un personnage emblématique qui a marqué au moins 2 générations. Et on espère qu'il va en marquer une 3e. D'accord, donc là, c'est des auteurs français, d'Horizon, Bajram, des auteurs qui ont beaucoup travaillé dans la science-fiction, qui se sont réappropriés le mythe de Goldorak. Oui, et avec le même enthousiasme que vous, parce que c'est aussi leur jeunesse. Ouais. Et donc pour eux, c'est un hommage, une chance, un rêve, et on pense que le résultat est exceptionnel. Alors il y a une qualité de dessin en plus qui est plus exigeante dans la BD franco-belge, que j'adore les mangas, mais les mangas c'est une production quand même beaucoup plus rapide, donc ça a dû être un sacré boulot. Voilà. Il sort quand cet album ? Une question, une question piège. Je ne pourrais pas répondre, mais sur Internet, il y a sûrement la réponse. D'accord, on va chercher, mais en tout cas c'est pour bientôt si on a déjà la couverture. Alors oui, je vous posais la question de comment est-ce que les ventes se sont comportées si on compare cet âge d'or de la BD. En fait, à l'arrivée, la bande dessinée, elle est comme le reste de la littérature ou des livres, victime de la baisse du nombre de lecteurs. Chaque année, depuis une douzaine d'années, il y a moins de lecteurs de papier, de magazines, de journaux et de livres. Et la bande dessinée, dont la santé semble éclatante, en réalité a perdu des lecteurs de BD francophones. En 2004, on vendait à peu près 43-44 millions de bandes dessinées en France, dont une douzaine de millions de mangas. En 2020... Ça faisait une trentaine de millions de BD franco-belges. Voilà. En 2020, on vend 53 millions d'albums de bandes dessinées, mais là-dessus, on vend presque 24 millions de bandes dessinées manga ou comics. Ce qui fait que la bande dessinée franco-belge, celle des auteurs francophones... elle a perdu plusieurs millions. Elle a perdu plus de 5 millions de lecteurs en 15 ans. Mais tout ça est caché par la bonne santé du manga qui a explosé. Et il faut savoir qu'on a vendu plus de 20 millions de mangas en 2020, mais probablement en 2021, on va en vendre plus que 30. Donc il y a une espèce d'engouement, de transmission de génération, de multiplication, qui fait que le manga en 2021, en 2020 et 2021, a un peu caché la réalité du marché et un peu étouffé le reste. Le Pass Culture, qui a été lancé par le ministère de la Culture en 2021, il n'a pas fallu longtemps aux libraires français pour l'appeler Pass Manga, en voyant des gamins arriver et acheter pour 300 € de manga. Donc ça veut dire que la BD dans son ensemble va un peu mieux qu'il y a quelques années, mais les mangas qui sont vendus moins cher, dont les droits retombent dans les poches, appartiennent au Japon, forcément ça nourrit moins l'écosystème de la BD en France. Ça va pour les libraires s'en sortent, les imprimeurs aussi, les éditeurs qui font du manga aussi, mais c'est pas la même économie. En revanche, effectivement, en termes de création de patrimoine
et de développement de la bande dessinée franco-belge, nous avons du mal à conquérir des nouveaux lecteurs. D'accord. Vous êtes quand même plutôt optimiste pour votre secteur. On voit qu'il y a quand même une telle diversité, une telle richesse, un tel appétit. Enfin... Je pense que la chance de la bande dessinée, c'est que c'est déjà un livre bimédia. Il y a du dessin, il y a de la couleur et il y a du texte. Et qu'il s'exporte probablement plus facilement que d'autres au cinéma, en dessin animé, au théâtre, en parc d'attractions. Nous avons ouvert il y a 2 ans un parc d'attractions au nord d'Avignon, le parc Spirou, qui en fait n'est pas le parc Spirou, c'est le parc des héros du magazine Spirou. Dans Spirou sont nés Spirou, Marsupilami, Gaston Lagaffe, les Tuniques Bleues, Boulet Bill, Lucky Luke, les Schtroumpfs. Et donc, c'est notre Disneyland franco-belge. Voilà, c'est notre Disneyland franco-belge, au nord d'Avignon. Et on voit bien que la première librairie de bande dessinée du Vaucluse, c'est le parc Spirou. Et donc on est dans une économie où toutes ces exploitations se soutiennent les unes les autres, et la bande dessinée crée des héros qui ont une chance de visibilité différente. Et donc, si on perd des lecteurs, si nos libraires perdent des lecteurs réguliers, on a une chance de les faire revenir par d'autres moyens. Et l'autre sécurité ou l'autre avenir qui nous reste, c'est le digital. Le livre s'exporte assez peu dans le monde, que ce soit la bande dessinée ou la littérature générale. Il faut pas croire que les lecteurs du monde entier attendent la création française. En revanche, Internet abolit les frontières. On n'est plus forcé d'éditer Lucky Luke en français seulement. On peut le traduire et le mettre en ligne, et on s'ouvre un marché de plusieurs centaines de millions de lecteurs anglophones, par exemple. Oui, sans avoir les coûts de production, quoi. On traduit... Sans avoir besoin de fabriquer un bouquin en Australie, de l'exporter, etc. Et donc, faire voyager nos héros sur différents médias et éventuellement dans différentes langues grâce à Internet sont 2 opportunités de développement et de maintien. J'ai l'impression que la France est une terre d'accueil formidable pour toutes les formes de bande dessinée. Je veux dire, en France, on adore la bande dessinée franco-belge, on adore le manga et on adore les comics. Vous avez donc Urban Comics aussi chez vous, qui a fait très très belle réédition de tous les Batman historiques et qui continue à sortir aussi des nouveautés. J'ai l'impression que dans le reste du monde, finalement, le manga a mieux réussi et les Marvel et les super-héros en collant se sont aussi mieux exportés que nos héros à nous. Est-ce que je me trompe? Et si je ne me trompe pas, pourquoi est-ce qu'on a moins bien exporté, à part peut-être Astérix qui a conquis l'Allemagne? Pourquoi est-ce qu'on exporte moins? La curiosité française ou à la limite le manque d'intérêt pour la production interne n'est pas réciproque. Et la culture française, contrairement à ce qu'on peut penser, s'exporte beaucoup moins qu'il y a 30 ou 40 ans. Il y a 40-50 ans, l'Amérique, c'était des enfants d'Européens. Des enfants des Irlandais victimes de la crise de la patate, des Italiens, des réfugiés de l'Europe de l'Est qui avaient fui le nazisme, etc. Et donc, ils avaient tous une connaissance de leur culture d'origine. Ils parlaient peut-être la langue de leur père ou de leur grand-père. Marilyn Monroe sortait avec Yves Montand, Marcel Cerdan était une star. C'est fini. L'Amérique s'est repliée sur elle-même. L'Amérique, elle s'est repliée sur elle-même. La montée des Sud-Américains, l'arrivée en provenance du Pacifique, les Afro-Américains qui n'ont pas ces racines-là, le manque de curiosité structurelle des Américains pour ce qui n'est pas américain, fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout cette curiosité, cette connaissance de Marcel Proust ou d'Yves Montand. Donc, non, la littérature française ne s'exporte assez peu. Il sort 16 000 romans en France par an. Il y en a quelques dizaines qui sont traduits chaque année aux États-Unis. Il sort 200 ou 250 films français par an. Il y en a un qui passe l'Atlantique chaque année. On en entend parler. The Artist, La Môme, La Marche de l'Empereur. Mais vous avez jamais... C'est plus l'exception que la règle. Et voilà. Donc c'est pareil pour la BD, quoi. Voilà. Et donc, nous avons été l'éditeur d'Astérix aux États-Unis. On avait créé une filiale dans les années 70 et 80. On a toujours vendu aux États-Unis 50 000 albums d'Astérix par an quand on en vendait 500 000 en France.
et ils sont 6 fois plus nombreux. Ouais. Donc c'est un peu comme l'exportation de la Renault 5 aux États-Unis. On n'en a pas vendu beaucoup, quoi. Voilà, le luxe s'exporte, la gastronomie s'exporte, la littérature et la culture beaucoup moins. Est-ce que, vous avez évoqué tout à l'heure les séries, est-ce que les séries télé, celles de Netflix et tout ça, est-ce que c'est un bon débouché pour le monde de la BD et est-ce que c'est pas là aussi un relais de croissance et aussi d'internationalisation de nos héros? Oui, la télévision ne connaît pas, ou l'audiovisuel ne connaît pas les frontières qu'on a dans le papier ou dans le livre. Et effectivement, aujourd'hui, les dessins animés que nous avons produits, alors on a produit le dessin animé de Tintin, Spirou, Garfield, Lucky Luke, sont diffusés sur Netflix. En matière de cession de droits audiovisuels, Netflix est devenu notre premier client. Une explication à l'explosion des mangas, c'est aussi que Netflix est un très gros diffuseur de séries japonaises. Et donc ça retombe en plus fine sur les ventes d'albums. Ça nourrit la consommation d'albums derrière. Et aujourd'hui, nous avons 2 projets de séries de dessins animés Lucky Luke avec Netflix. Et donc on voit bien que Netflix, mais aussi Amazon, Apple pour les grands opérateurs Internet. Aujourd'hui, on a coproduit avec les ayants droit des Schtroumpfs une série de 3D des Schtroumpfs qui est diffusée sur TF1, qui a connu un très grand succès, qui est diffusée sur Nickelodeon aux États-Unis. Les Schtroumpfs et les Smurfs en Amérique ont été un très grand succès pour les figurines de merchandising il y a 30 ans. Et on n'a jamais vendu un album des Schtroumpfs aux États-Unis. Donc la transformation ne se fait pas toujours. En revanche, ça sert à la notoriété du personnage. Et est-ce que l'audiovisuel, les séries, peuvent être un peu comme dans le cinéma? On a vu Astérix devenir un héros réel avec des acteurs. Est-ce que et dans les séries américaines, on voit quand même beaucoup de comics, que ce soit l'histoire de zombies là, dont le nom m'échappe, qui est devenue une série à succès. Enfin, Umbrella Academy. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup Walking Dead. Walking Dead. Ouais. Est-ce que la même chose pourrait se produire? Est-ce qu'il y a des BD franco-belges de votre catalogue qui pourraient devenir des séries? Oui, alors c'est déjà arrivé. 13, il y a eu des tas de projets de films 13, mais finalement il y a eu deux mini-séries de luxe produites par Canal+, et donc c'est 6 fois 1 heure. Largo Winch a été diffusé et produit par M6 il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années en série. Barbe Rouge est une série qui a été produite par France Télévisions il y a quelque temps. Alors, elles ont plus ou moins de succès et il n'en reste pas moins que quand on adapte une série au cinéma ou en télévision, il ne s'agit pas d'adapter aveuglément. Il faut faire une recréation. Et donc, on ne refait pas case pour case. Voilà, il faut que l'œuvre audiovisuelle soit à la hauteur de l'album qui l'a inspiré. Ouais, les Maîtres de l'Orge avaient été adaptés aussi. Les Maîtres de l'Orge, et c'est pas toujours le cas, mais on en parlait. Il y a un album d'Argo qui est sorti qui s'appelait La mort de Staline, qui était une fable grinçante et sarcastique sur la fin du stalinisme. Il y a un réalisateur et un producteur anglais qui l'ont adapté au cinéma et qui en ont fait une farce brillantissime, glaçante et ricanante, qui d'ailleurs, La mort de Staline est sorti il y a 3 ans, a été le film préféré d'Obama lorsqu'il est sorti. Mais effectivement, il a peut-être une... Donc il y a un vrai potentiel de diversification pour vous là. L'audiovisuel est un langage. Alors, adapter, c'est trahir, donc il faut vraiment faire une nouvelle œuvre. Mais en revanche, c'est un vrai coup de projecteur sur des albums qui peuvent être très anciens. Merci beaucoup, Claude. Juste pour conclure, peut-être vos 1 ou 2 coups de cœur. Alors c'est une question peut-être un peu piège, mais c'est quoi les 2-3 BD qu'il faut attendre chez vous d'ici la fin de l'année, celles qu'on aura le plus envie d'offrir à Noël et qui vont faire le bonheur de milliers de lecteurs? C'est quoi un peu vos coups de cœur de cette rentrée jusqu'à Noël, hein? Nos événements éditoriaux pour cette fin d'année sont très forts. On a à nouveau un album de Blackie Mortimer avec Jean Van Hamme au scénario. On a un Largo Winch. On a un Black Sad qui est dans mon dos, ou pas loin,
et qui est un événement absolu. Aujourd'hui, c'est la 3e vente derrière Guillaume Musso et Éric Zemmour. Pas mal, hein. On a donc un Goldorak. Et puis, comme je suis resté l'éditeur d'un seul auteur aujourd'hui en direct, qui est Manu Larsenet, tous les gens qui ne le connaissent pas peuvent le découvrir dans Le Combat ordinaire ou dans Le Retour à la Terre, qui sont 2 séries qui sont désopilantes, intelligentes et brillantes. Et quand vous serez en 5e année de Larsenet, lisez Thérapie de groupe. Ouais. Ou l'affaire... Et le plus bel album de Larsenet, c'est Le Rapport de Brodeck. Le Rapport de Brodeck en 2 tomes, qui est effectivement un très bel album en noir et blanc, qui est très très puissant et vraiment que je conseille moi aussi à tous ceux qui ont la gentillesse de bien vouloir nous suivre. Claude, merci beaucoup. Merci David. Restez avec nous pour la suite de Média en scène, ça continue. À tout de suite.